Autrefois, on prenait un stylo et on traçait des lignes droites sur la carte, affirmant, de là à là, je veux tout. C'est pourquoi les frontières sont si rectilignes. L'enjeu est clair. Si notre héros remporte le tabouret, tout ce qu'il désire lui appartiendra. Un vœu simple, mais lourd de conséquences sous la pleine lune. La tension monte tandis que retentit l'avertissement sinistre. Si notre héros perd, il perdra tout ce qui lui est cher. L'enjeu n'a jamais été aussi important, et le poids du tabouret pèse avec une intensité impitoyable. Sous la lueur envoûtante de la pleine lune, les deux silhouettes se tiennent immobiles au milieu des ruines et des fleurs épanouies. L'air est chargé d'anticipation. Une voix brise le silence, tout le sera. Une promesse suspendue au fil du destin. Alors que le duel atteint son apogée, le monde semble retenir son souffle, attendant de voir qui l'emportera. Le hurlement soudain des sirènes déchire le silence, signalant une intervention urgente. Dans une chambre exiguë et encombrée, le protagoniste, recroquevillé sur son lit, est perdu dans ses pensées. Le poids des événements récents pèse lourd sur lui. Le chaos ambiant reflète son trouble intérieur, tandis que le monde extérieur réclame à nouveau son attention. Le réveil sonne brutalement à 15 heures, le tirant brusquement de son sommeil agité. Réalisant l'heure, la panique s'empare de lui, il se lève d'un bond, criant qu'il est en retard au travail. La chambre encombrée devient un flou alors qu'il se précipite pour affronter sa journée. L'urgence guide chacun de ses pas. Le protagoniste fait face aux critiques acerbes de son patron après avoir commis plusieurs erreurs dans ses instructions. La tension monte au point d'être licencié malgré ses excuses et ses explications sur son somnolence. La frustration grandissante est palpable lorsque son patron exige des comptes. Le poids de l'échec l'accable, marquant un tournant dans sa journée. Encore sous le choc, le protagoniste marmonne qu'il n'est pas fait pour un travail de bureau lorsqu'il bouscule accidentellement un homme imposant. L'homme l'interpelle agressivement, soupçonnant un acte intentionnel, mais le protagoniste nie nerveusement, expliquant qu'il n'a pas fermé l'œil de la nuit. La tension est palpable tandis que l'homme exige une explication. Alors que le protagoniste tente de garder son calme, le colosse le pousse violemment dans une poubelle, l'insultant d'un ton moqueur avant de s'éloigner d'un pas décidé, déclarant que la nuit est l'heure d'aller au lit. La lutte du protagoniste est interrompue par la sonnerie soudaine de son téléphone, ajoutant une nouvelle dimension à ce moment chaotique. Au moment même où il se débat, prisonnier de la poubelle, son téléphone s'illumine, un message de Nika s'affiche, indiquant qu'elle sera à l'endroit habituel. Surpris et plein d'espoir, il l'appelle et lui répond aussitôt qu'il a hâte de la voir. Dans un élan d'énergie, il tente de soulever la poubelle, déterminé à se libérer. Un message de Nika apparaît, lui rappelant de ne pas oublier de la porter point, ce qui provoque une réponse immédiate de sa part, au moment même où la cloche d'un passage à niveau retentit. Le protagoniste rit doucement, pensant à son excitation et la traitant de gaffeuse. Pendant ce temps, Nika bâille largement et le salue d'un soupir, désinvolte alors qu'ils se croisent dans l'escalier, échangeant des salutations amicales. Alors que le soir tombe sur la ville, le protagoniste, allongé sur son lit, laisse échapper un soupir de fatigue. Malgré le chaos de la journée, ses pensées dérivent vers un rêve récurrent qui le hante sans cesse. Dans un palais grandiose et lumineux, il imagine un garçon solitaire, la tête baissée, des larmes coulant silencieusement dans l'obscurité profonde. La scène est chargée d'émotions, comme s'il était témoin d'un moment profondément intime. Soudain, un halètement aigu brise le silence, le ramenant brutalement à la réalité avec un sentiment d'urgence. Le protagoniste exhibe fièrement ses toutes nouvelles Nike, ravi de leur perfection. En les essayant, il se souvient que quelqu'un lui avait demandé de les apporter. L'instant est léger et insouciant, une brève parenthèse dans les pensées pesantes qui l'assaillent. Le protagoniste ouvre un tiroir et découvre une collection de cartes de double mètre. Leurs motifs familiers font naître en lui une vague de nostalgie. Son expression s'adoucit lorsqu'il confie à voix basse, « Mince, c'est un peu nostalgique ». La vue des cartes lui procure une sensation chaleureuse et réconfortante, le ramenant à une époque plus simple. Le protagoniste repense à son passé perdu, avec l'impression d'être né de nouveau, sans aucun souvenir, avant de se réveiller dans cette ville il y a à peine 6 mois. Désemparé et isolé, il s'interroge sur sa véritable identité. À la tombée de la nuit, le protagoniste trouve du réconfort dans l'obscurité. Il se sent accepté plutôt que rejeté par le monde qui l'entoure. Il admet à voix basse qu'il aime la nuit, ce moment où il éprouve un rare sentiment d'appartenance au milieu des gratte-ciel et de la foule animée de la ville. La rue, grouillante de silhouettes, s'anime au rythme des nuits nocturnes. Deux amis, le visage rougeaud et joyeux,
se soutiennent mutuellement tandis que l'un d'eux propose avec enthousiasme d'aller au bar suivant. Malgré les protestations de l'autre, incapable de boire davantage, leur camaraderie transparaît dans la brume d'une nuit emplie de rires et de moments partagés. Une jeune fille à la beauté saisissante déambule avec assurance dans la rue, sa cape flottante captant la lumière. Un jeune homme la regarde avec admiration. Son visage s'empourpre d'admiration tandis qu'il bafouille nerveusement, puis déclare avec enthousiasme à son ami qu'elle était vraiment canonne. Le chevalier de la ville fredonne autour d'eux, amplifiant l'étincelle soudaine d'un béguin juvénile. Au milieu des rires et de la chaleur de l'amitié, l'un des amis s'enflamme soudainement. Son sourire joyeux contraste fortement avec le spectacle choquant. L'horizon de la ville se dresse silencieux sous le clair de lune tandis qu'une baleine lointaine résonne dans la nuit. À 20h à Shinjuku, deux amis s'affrontent sur un terrain de basket désert, se taquinant en jouant. Leurs plaisanteries emplissent l'air nocturne. L'atmosphère se détend malgré l'agitation habituelle de la ville. À proximité, un petit groupe attend impatiemment, leur rappelant que le terrain est déjà pris car ils ont trop tardé. La tension monte lorsque le groupe rival reconnaît que les nouveaux venus sont des athlètes sérieux d'un lycée réputé et les avertit de ne pas les provoquer. Soudain, l'un des joueurs les plus imposants reconnaît le protagoniste, se souvenant de lui comme de l'idiot de cet après-midi. Malgré cet accueil rude, le protagoniste le remercie nonchalamment pour... La tension est palpable. Chaque seconde est chargée du poids du défi à venir. Les yeux du joueur le plus imposant s'écarquillent de stupeur lorsqu'il réalise que le protagoniste vient d'attraper une balle fulgurante lancée par le meilleur lanceur de marteau du club d'athlétisme. Main nue, la prise en main rapide et assurée du ballon par le protagoniste laisse tout le monde bouche bée. Le ciel nocturne plane au-dessus de ce moment tendu. La balle décrit une courbe parfaite vers le panier, la tension monte tandis que tous retiennent leur souffle. Les yeux de notre héros s'écarquillent de surprise, la sueur perle sur son front tandis que le ballon atteint sa cible avec un sifflement satisfaisant. La foule retient son souffle, prise dans l'adrénaline de l'instant. Un frisson de stupeur parcourt les spectateurs lorsque le tir rentre parfaitement, laissant tout le monde sans voix. Soudain, la tension explose, un joueur se plie en deux, crachant du sang, tandis qu'un autre assène un coup de poing féroce avec une intensité fulgurante. L'atmosphère passe de l'admiration à l'alarme en un instant. La peur et l'incrédulité se répandent dans la foule lorsqu'un joueur est violemment projeté au sol tandis qu'un autre s'enfuit en hurlant « Je suis un monstre ». Notre héros reste figé, le visage ruisselant de sueur, aux prises avec la réalité bouleversante de ce qui vient de se passer. Il fixe sa main tendue, abasourdi, tentant de comprendre la puissance phénoménale qu'il vient de déchaîner. Ses amis exultent, ébahis par le tir incroyable et le coup de pied dévastateur qui a mis leur adversaire à terre. Confus mais grisé, il tente de maîtriser sa force nouvellement acquise. Nika explose de joie, les poings serrés, et s'écrie « Ouais, vraiment génial ». Notre héros la regarde avec un sourire chaleureux, l'appelant avec un mélange de fierté et de soulagement, tandis qu'un ami la taquine sur sa lenteur. Le groupe partage un moment de légèreté tandis que Nika s'extasie sur la scène, la qualifiant de super cool. Notre héros, un peu gêné, il lui demande si elle le regardait vraiment. Nika précise en plaisantant qu'elle admirait ses chaussures Nike, le taquinant d'un sourire malicieux tandis qu'il tente de garder son calme. À la tombée de la nuit, le protagoniste savoure la chaleur qui l'entoure, le sourire toujours radieux de Nika et la gentillesse de ses amis. Ensemble, ils illuminent son monde, donnant vie à l'obscurité et la remplissant de joie. Alors que leurs amis se réveillent doucement, Nika le remarque et propose un changement de programme. Au lieu du basket, elle suggère avec enthousiasme d'aller chez Dennis pour s'amuser autrement. Le groupe hésite, mais la suit. Prêts pour une nouvelle aventure sous le ciel étoilé, ils s'installent dans leur banquette, discutant du prochain jeu à jouer tout en commandant des boissons. Soudain, Nika surprend tout le monde en sortant une boîte à bento extra large remplie d'adorables saucisses en forme de pieuvre. Malgré les réprimandes amicales pour avoir apporté de la nourriture de l'extérieur, le protagoniste ne peut s'empêcher de sourire et de savourer l'instant, Nika insistant pour qu'il y goûte. L'ambiance change brusquement lorsque le protagoniste dévoile un épais jeu de cartes maître du duel, suscitant excitation et nostalgie. Chacun se joint à la conversation, se remémorant ses expériences passées et se préparant pour une nouvelle partie. L'atmosphère est détendue et enjouée, idéale pour maintenir leur chevalier en vie. Les règles sont claires, aligner 5 boucliers, utiliser des sorts et des créatures pour les briser, et porter le coup final pour gagner. Le protagoniste révèle avec assurance sa solide expérience, se vantant d'une 2e place au Grand Prix de Kanto et d'une passion sans faille depuis l'école primaire. Malgré le défi amical,
il prévient qu'il ne fera pas de cadeau, annonçant un duel intense. La tension monte d'un cran lorsque le perdant doit payer l'addition, choquant l'un des joueurs qui réalise que cela épuiserait tout son argent de poche malgré la pression. Le protagoniste insiste pour qu'il joue sérieusement. Après tout, ce ne serait pas amusant autrement. Avec un sourire confiant et un deck en main, il défie son adversaire de se battre jusqu'au bout, lui promettant qu'il le regrettera s'il ne gagne pas. Le protagoniste exhibe avec enthousiasme une carte qu'il affectionne, vantant son côté cool et stylé. Son enthousiasme agace l'un des autres, qui lui demande de se taire, imperturbable. Le protagoniste déclare avec assurance qu'il passe à l'action et pose une carte avec force, tandis que son adversaire semble tendu et concentré. La tension retombe lorsque le protagoniste active avec assurance son bouclier, renversant la situation par un retournement de situation éblouissant. Son adversaire est stupéfait et impuissant. Il réalise alors toute la puissance de la stratégie du protagoniste. Avec un sourire triomphant, notre héroïne exploite son avantage, déterminée à terminer le duel en beauté. Un éclat féroce dans les yeux, elle déclare avec audace que tous ceux qui s'opposent au roi des ténèbres tomberont comme des dominos. Son intensité inattendue prend tout le monde au dépourvu, provoquant un mélange de rire et de stupéfaction autour d'elle. Le protagoniste médite sur sa force, reconnaissant qu'elle égale celle des meilleurs joueurs japonais et se demandant comment il est devenu aussi fort après avoir affronté d'innombrables duellistes redoutables. Pendant ce temps, un ami, meurtri, se remet d'un coup violent, grimaçant mais toujours prêt à jouer, faisant preuve de détermination malgré la douleur. Notre héros fixe intensément une mystérieuse carte intitulée Zénith Parfait. Intrigué par son apparition soudaine, deux autres joueurs supposent qu'elle a peut-être été laissée tomber par d'autres joueurs plus tôt dans la journée. L'un d'eux ricane, traitant le jeu de stupide et froissant la carte avec colère. La tension autour de cette découverte inattendue persiste, mêlant curiosité et frustration. Les deux garçons examinent la carte de près, l'un émerveillé par son éclat et sa rareté, tandis que l'autre suggère avec enthousiasme qu'elle pourrait se vendre très cher. Leur enthousiasme contraste avec une remarque désinvolte sur la fin, provoquant une réaction de dédain. Pendant ce temps, le protagoniste observe de loin, son expression indéchiffrable, tandis que le ballon de basket rebondit à proximité. Les deux garçons restent immobiles, les yeux rivés sur l'épaisse et devant eux, un ballon de basket posé à proximité. L'un d'eux serre fort la mystérieuse carte, son esprit s'emballant tandis qu'il... Le malaise grandit tandis que l'un insiste pour récupérer le ballon, tandis que l'autre, prudent, souhaite battre en retraite avant que la situation ne s'aggrave. Soudain, une créature monstrueuse hérissée de pointes surgit. Sa gueule béante dégoulinante de salive terrifie les garçons. Celui qui tient le ballon de basket reste immobile, les yeux rivés sur la bête, tandis que l'autre recule sous le choc, à peine capable de parler. La tension monte à mesure que la menace devient trop réelle. La tête de la créature monstrueuse se dissout soudain dans un vide sombre et noir comme l'encre, dégoulinant et se transformant comme si elle fondait. Le garçon reste figé, les yeux écarquillés de stupeur et d'incrédulité face à la terrifiante métamorphose qui se déroule sous ses yeux. Le son sinistre d'une cloche de passage à niveau retentit, brisant le silence pesant. Le visage d'un des garçons se tord de douleur et de terreur tandis que l'obscurité noire continue de se tordre et de se fissurer, émettant des cris rauques et inquiétants. La masse ténébreuse se contorsionne violemment, sa forme se modifiant et s'étendant sous le regard horrifié et sidéré de l'autre garçon. Le groupe réalise qu'il ne reste qu'une heure avant la fermeture et se prépare à partir à contre-cœur, malgré leur souhait d'un événement plus spectaculaire. Au moment où l'horloge sonne, ils se rappellent mutuellement qu'ils auront cours le lendemain et commencent à se dire au revoir. L'atmosphère passe de la tension à un adieu calme et ordinaire. La panique s'empare d'un garçon qui cherche frénétiquement une sortie, désespéré de fuir ce lieu cauchemardesque. Sa respiration est saccadée et il appelle à l'aide. Terrifié, il sent une chose invisible le consumeur. Impuissant et souffrant atrocement, il implore grâce. Incapable de crier, le corps du garçon est dévoré par une ombre sombre et griffue, qui lui inflige une douleur insoutenable tandis qu'il crie qu'il disparaît. Soudain, le protagoniste aperçoit une étrange forme noire flottant dans le paysage urbain en ruine. Piqué par la curiosité alors que la présence menaçante persiste, il ajuste calmement son écouteur, apparemment insensible au chaos qui l'entoure. Au milieu des ruines, une créature massive et menaçante se jette sur le protagoniste. Ses ailes squelettiques se déploient tandis qu'elle l'interpelle par son nom. Le héros reste imperturbable, impassible face à cette menace monstrueuse. L'air se charge de tension dans cette confrontation angoissante. L'œil de la créature s'ouvre brusquement, empli d'une détermination farouche. Enfin, déclare-t-elle.
En contrebas, la pleine lune se profile, sinistre, projetant une lueur inquiétante sur le ciel obscurci. Le protagoniste se ressaisit, le regard déterminé, se préparant à l'affrontement imminent. Avec résolution, il déclare, ce sera un duel pour reconquérir ce qui a été perdu. Ses propres désirs, des ombres tourbillonnent autour de lui, annonçant le début d'une confrontation féroce. Soudain, une main se lève, fendant l'attention. Les yeux de notre héros s'écarquillent de stupeur, la sueur perlant sur son front tandis qu'il assimile ce geste inattendu. Devant lui se dresse une créature gigantesque et terrifiante, ses mains monstrueuses tendues comme pour atteindre son âme. L'incrédulité de notre héros est palpable. Cette vision terrifiante est-elle réelle ou un simple cauchemar? Le salut calme de la créature déchire le silence, anéantissant tout espoir de retraite. Son sourire menaçant s'élargit tandis qu'elle annonce le début du duel. Notre héros reste imperturbable, accablé par le poids de l'enjeu. Ce combat est la clé pour reconquérir tout ce qui a été perdu. La lumière du matin filtre à travers les rues désertes tandis que notre héros marche seul, perdu dans ses pensées. Son regard trahit un doute persistant, hanté par l'étrange rêve qui le hante encore. À chaque pas, il s'accroche à l'espoir que tout cela n'était qu'un cauchemar. Tandis que des pétales de cerisier flottent doucement autour d'eux, la jeune fille se détourne, le visage impassible, tandis que le garçon jette un regard en arrière, mêlant curiosité et hésitation. La distance entre eux est chargée d'une tension palpable, comme si des mots non dits planaient dans l'air, attendant d'être prononcés. Leur échange silencieux laisse deviner un lien plus profond, tiraillé entre souvenirs du passé et avenir incertain. Au son de la sonnerie d'avertissement, elle accélère le pas, le laissant seul au passage à niveau. Son regard suit sa silhouette qui s'éloigne. Une lueur de surprise et quelque chose d'indicible persiste dans ses yeux. L'instant semble fugace, chargé d'une tension silencieuse qu'aucun des deux n'ose rompre. Elle s'avance d'un pas assuré, franchissant la barrière avec une grâce déterminée. Sa silhouette se découpe sur l'espace vide en contrebas. Ses yeux écarquillés révèlent une soudaine vague d'émotion. Surprise, inquiétude, ou quelque chose de plus profond, qui traduit toute la profondeur de cet instant fugace entre eux. Dans une poussée d'adrénaline, ils traversent les voies en courant juste au moment où le train passe en trombe. Le crissement des freins résonne derrière eux. Leurs mains se serrent fort, une victoire partagée face au danger. Le sifflement triomphant du vent traduit l'exaltation de cette échappée belle. Dans un instant soudain, à couper le souffle, elle se jette sur lui, le plaquant au sol avec une intensité qui le laisse bouche bée, les yeux écarquillés et le visage rouge. Leurs visages se rapprochent dangereusement. L'air est chargé d'émotions inexprimées tandis qu'ils se fixent du regard, partagé entre surprise et tendresse. Le temps semble s'arrêter autour d'eux, la tension palpable dans leurs regards. Elle le gifle violemment, le réprimandant pour son inattention et le traitant d'idiot. Son expression féroce trahit son inquiétude, elle crie qu'il a failli se faire renverser. Leur échange soudain attire l'attention d'une jeune fille qui observe la scène en silence. La sirène retentit avec urgence tandis qu'un train passe à toute vitesse au passage à niveau. Un cri paniqué révèle qu'une personne vient d'être percutée. Sans hésiter, le protagoniste se précipite, poussé par le choc et la détermination, tandis que la jeune fille à ses côtés regarde l'alarme. Un contrôleur s'approche précipitamment, soulignant la gravité de la situation. Il affirme avoir vu quelqu'un se jeter sous le train, mais aucune trace de cette personne n'est visible près des voies. Le protagoniste confirme l'avoir vu lui aussi, laissant tout le monde perplexe face à sa disparition soudaine. Le contrôleur avertit le jeune homme de rester à l'écart des voies, tandis que le mystère s'épaissit. Au moment où la jeune fille allait être percutée, elle disparut sous ses... Le ramenant brutalement à la réalité. Le professeur présente la nouvelle élève, Mademoiselle Christa, dont la présence calme et mystérieuse captive immédiatement le protagoniste. Son choc s'accroît lorsqu'il réalise qu'il s'agit de la même jeune fille qu'il a rencontrée le matin même. La tension monte à mesure que la frontière entre réalité et mystère s'estompe. La mystérieuse nouvelle élève salue la classe d'un sourire chaleureux, attirant instantanément l'attention et l'admiration de tous. L'excitation et les chuchotements emplissent la classe lorsque le professeur rappelle l'ordre et demande au protagoniste et à Karifuda de s'asseoir, tandis que les autres murmurent à propos de la nouvelle venue. Le protagoniste, pris au dépourvu, fixe avec surprise et confusion la jeune fille qui vient d'entrer dans son univers. Les chuchotements résonnent dans la classe, chacun admirant la nouvelle élève, captivé par sa grâce et son allure presque royale. Malgré la tension, elle reste calme et posée, répondant poliment à la question du professeur concernant ses manuels scolaires. Pendant ce temps,
le protagoniste et ses camarades échangent des regards surpris, intrigués par son affirmation assurée, Maître Wynne me laissera voir les siens. Un choc parcourt la classe lorsqu'une fille réalise que la nouvelle connaît déjà le nom de Wynne. Incrédule, elle n'en croit pas ses yeux. Pendant ce temps, un moment tendre se noue entre le protagoniste et la nouvelle. Leur sourire timide laisse présager une connexion naissante. Mais ce moment est brutalement interrompu lorsqu'une autre fille pose son bento avec fracas, lançant un regard noir au protagoniste et le prévenant de ne pas trop s'emballer, sous peine de le priver de son précieux bento aux saucisses. L'apparition soudaine d'un festin somptueux surprend tout le monde, laissant le groupe bouche bée. La fille révèle fièrement qu'elle a préparé une variété de plats à base de saucisses de poulpe, sautées, soupe, et bien plus encore. Sachant que ce sont les plats préférés du protagoniste, son visage s'illumine de joie et il s'exclame « Tout a l'air délicieux ». Visiblement touché par cette attention, le protagoniste dévore goulûment les saucisses de poulpe en criant de joie. Pendant ce temps, une autre fille, le visage rouge et boudeur, les observe avec une joie immense. Celle qui a préparé le repas affiche un sourire confiant, imperturbable face à la tension ambiante. Intriguée par cette mystérieuse jeune fille qui semble en savoir beaucoup trop sur le protagoniste, elle l'interroge sur leur lien et, remarquant quelque chose d'inattendu, attire son attention sur le toit de l'école, suggérant que la réponse à l'énigme s'y trouve peut-être. Du toit, une jeune fille les observe attentivement, rendant l'atmosphère pesante. Le protagoniste insiste sur le fait qu'il ne la connaît pas, malgré son incroyable connaissance de son nom et de son plat préféré. Leur soupçon s'intensifie lorsqu'ils réalisent qu'il pourrait s'agir de la mystérieuse jeune fille du matin. La jeune fille se souvient alors de l'image obsédante de cette silhouette mystérieuse courant devant le train. Persuadée d'avoir été percutée, puis, inexplicablement, elle disparut. Sous le choc, les autres tentent de comprendre, se demandant à voix haute si elle ne serait pas un fantôme. Le mystère s'épaissit lorsque la scène se déplace vers les pas déterminés du protagoniste. La mystérieuse jeune fille apparaît soudain devant eux, leur demandant calmement s'ils parlaient d'elle. Le groupe est stupéfait, peinant à concilier sa présence avec le fait qu'ils viennent de la voir sur le toit. Alors qu'ils exigent des réponses, elle se déclare de façon énigmatique, elle est celle que Maître Wynne a promis d'épouser. Avec un sourire serein, la mystérieuse jeune fille révèle une vérité surprenante. Les deux témoins la fixent en silence, abasourdis par cette déclaration inattendue. Le protagoniste offre un sourire calme et rassurant, semblant accepter la révélation sans hésitation. La jeune fille à la queue de cheval est visiblement choquée, ses yeux écarquillés reflétant son incrédulité. Pendant ce temps, le doux sourire de la mystérieuse jeune fille traduit une confiance tranquille, comme si elle connaissait déjà le chemin à suivre. La jeune fille à la queue de cheval, sous le choc, s'écrie « Marie ». Les autres échangent des regards surpris, l'un d'eux demandant d'un ton taquin qui est l'heureux élu. La jeune fille à la queue de cheval bouillonne intérieurement, marmonnant « Quand est-ce que tu vas ?» Le sourire radieux de la mystérieuse jeune fille rayonne de chaleur lorsqu'elle explique au maître qu'il n'aura plus besoin d'un endroit comme celui-ci. Elle l'exhorte à retourner avec elle dans leur foyer promis, laissant entendre qu'un messager viendra les chercher ce soir. L'expression de Wynne se transforme en une expression de surprise et de réflexion tandis qu'il assimile ses paroles sur le mariage et leur avenir commun. Il nie nerveusement comprendre de quoi parle la mystérieuse jeune fille. Visiblement prise au dépourvu, elle semble perplexe face à sa réponse, tandis qu'à proximité, une femme se tient la poitrine, souffrant atrocement. Soudain, deux autres personnes pressent Wynne de se dépêcher et de quitter immédiatement cette situation tendue. La scène se déplace brusquement vers une salle de classe silencieuse où le protagoniste est assis calmement à son bureau, entouré d'autres élèves absorbés par leurs travaux. Ce moment suggère une transition, comme pour ramener l'histoire à un cadre familier et quotidien. Le professeur présente à la classe « Sa Majesté des Mouches », un court roman de William Golding racontant l'histoire de garçons échoués sur une île déserte. Il explique que le récit explore comment les êtres humains sont poussés à leurs limites, révélant la brutalité animale qui sommeille en chacun. La jeune fille songe à la tragédie qui se profile. Quelque chose d'absolument impossible dans la routine du quotidien. Soudain, une créature étrange, dotée d'ailes d'insectes et d'un visage humain, rampe vers l'avant, incarnant cette perturbation inquiétante. La cloche de l'école sonne, signalant la fin des cours. Le garçon s'interroge sur Krista, qu'il n'a pas vue depuis un moment, mais décide qu'il vaut mieux la laisser tranquille. Pendant ce temps, la jeune fille propose joyeusement de se revoir ce soir et lui rappelle d'apporter son deck pour leur partie. Duima, débordante d'enthousiasme, la jeune fille exhibe fièrement le deck qu'elle a construit elle-même, avec son étui personnalisé.
Elle demande avec empressement au garçon de lui apprendre à jouer en duel ce soir, déterminée à améliorer ses compétences. Soudain, elle reste figée, sous le choc, murmurant d'incrédulité tandis que l'étrange phénomène s'intensifie, annonçant un événement funeste. Une silhouette mystérieuse révèle que la clé des souvenirs du protagoniste a été scellée, symbolisée par des cristaux scintillants contenant les images floues de deux personnes importantes. Le poids des souvenirs perdus pèse lourd sur le récit intitulé « Cristal du souvenir ». La scène se déplace vers les rues animées de Shinjuku, ancrant l'histoire dans un cadre familier et vibrant. Notre héros, concentré et déterminé, tente un tir sur un terrain de basket. Le ballon s'envole vers le panier, un bref instant de normalité au milieu du mystère. Le ballon traverse le filet, et notre héros serre le poing dans un triomphe silencieux, mais ce moment est interrompu lorsqu'il demande où est Nika, pour s'entendre dire qu'elle est toujours en retard. Ses amis interviennent avec des remarques taquines, détendant l'atmosphère malgré l'incertitude persistante. Les pensées de notre héros se tournent vers la mystérieuse Krista. Intrigué par sa promesse de mariage énigmatique, une question persiste, quel est son but? Pourquoi a-t-elle dit une chose pareille? Le souvenir de ses paroles résonne en lui, attisant le mystère qui l'entoure. Tandis que le match de basket se poursuit, une interrogation le taraude, Krista pourrait-elle en savoir plus sur son passé? Sa rêverie est interrompue par la remarque d'un ami, Nika est encore en retard. Il consulte son téléphone et découvre ses messages restés sans réponse. Malgré ses tentatives, son inquiétude grandit. Toujours aucune réponse. La vérité, aussi troublante soit-elle, s'impose, elle ne viendra pas, notre héros est stupéfait de trouver Krista là, dans un lieu qu'il croyait secret, connu seulement de Nika et de lui. Il exige de savoir pourquoi elle est là, mais elle se contente d'un sourire énigmatique, lui rappelant qu'elle le lui a déjà dit. La tension monte à mesure que sa présence mystérieuse épaissit le mystère. Krista révèle avec une assurance troublante qu'elle sait tout de lui, l'appelant Maître Win. Notre héros est visiblement perturbé. Et elle exige de savoir ce qui ne va pas chez elle, tandis qu'elle lui demande s'il ne se souvient vraiment de rien. La tension palpable entre eux s'intensifie, le plongeant dans un malaise profond et la confusion. La frustration atteint son comble lorsqu'il réclame des réponses concernant l'absence de Nika et son message inquiétant. Soudain, son téléphone vibre, « Aide-moi à gagner ». Bouleversé, son choc s'accroît lorsqu'il l'appelle par son nom, tentant de comprendre le sens de son appel désespéré. Son choc est encore plus grand lorsqu'il saisit Krista par le col, exigeant de savoir ce qu'elle a fait à Nika. Les autres observent, perplexes et inquiets, tandis que le sourire inquiétant de Krista ne fait qu'épaissir le mystère entourant ses véritables intentions. La jeune fille lui dit calmement qu'il est déjà trop tard. Sa présence s'estompe comme une illusion. Sous le choc, il réalise qu'elle a réellement disparu à ce moment-là, confirmant la vérité obsédante qu'il s'efforçait d'accepter. L'urgence s'empare du groupe qui insiste pour commencer les recherches immédiatement. Soudain, un nouveau message retentit sur son téléphone. L'emplacement de Nika était suggéré par les mots « école » et « dépêche-toi ». Ses yeux s'écarquillèrent de compréhension. Elle était à l'école et le temps pressait. Frustré par la foule qui le ralentissait, il avança malgré un homme qui l'interpellait. Un coup d'œil à son téléphone et l'urgence monta d'un cran lorsqu'il cria le nom de Nika. Désespéré de la rejoindre à temps, se frayant un chemin à travers la foule avec une détermination farouche, le protagoniste heurta accidentellement un homme qui fut surpris par une soudaine rafale de vent. La force inattendue laissa tout le monde momentanément stupéfait, se demandant s'il s'agissait simplement du vent ou de quelque chose de plus. Soudain, une silhouette floue surgit à une vitesse incroyable, fendant la rue avec une force irrésistible. Le mouvement brusque fit s'éparpiller les voitures, soulignant la rapidité et l'urgence de la situation. Le protagoniste réalisa qu'il courait si vite qu'il venait de dépasser une voiture. Sa vitesse atteignit des niveaux incroyables, submergé par la puissance qui le traversait. Il songe à la façon dont ce nouveau pouvoir pourrait tout changer. Le monde autour de lui se brouille tandis qu'il avance. Animé par la détermination et l'admiration pour sa propre force, et galvanisé par sa vitesse nouvellement acquise, le protagoniste fonce avec une résolution farouche. Convaincu qu'avec ce pouvoir, il arrivera à temps. Chaque muscle se contracte dans cette course contre la montre, la détermination brillant dans ses yeux. Haletant, il s'arrête net, réalisant qu'il est bel et bien arrivé à l'école. Mais alors qu'il reprend son souffle, un doute soudain s'insinue en lui. Quelque chose cloche dans cet endroit. Ses yeux écarquillés trahissent un mélange de confusion et de suspicion, s'interrogeant sur ce qui l'attend. Le protagoniste reste figé,
fixant un paysage cauchemardesque et déformé, reflet du chaos qu'il a vu dans le parc. Un glaçant sentiment de déjà-vu l'envahit tandis que la scène devant lui vacille et se déforme, accentuant son malaise. Et elle comprend que cet endroit est loin d'être normal, ravivant le souvenir de sa terrifiante rencontre avec le monstre. Le cœur du protagoniste s'emballe sous l'effet d'une terrible réalisation. Cette créature monstrueuse pourrait-elle se cacher juste derrière? La peur et le choc se lisent sur son visage tandis que l'horrible présence devient indéniable, le paralysant sur place. Le protagoniste se prend la poitrine, submergé par une douleur soudaine et intense, son cœur s'emballant, luttant pour reprendre son souffle. Il entend une voix familière l'appeler, provoquant une reconnaissance désespérée. Sans hésiter, il traverse une étrange barrière de feu, criant le nom de Nika en avançant. Les yeux du protagoniste s'écarquillent de stupeur lorsqu'il reconnaît les ruines qui s'effondrent devant lui. C'est l'école, tordue et brisée au point d'être méconnaissable. Le ciel étrangement éclairé par la lune et les créatures volantes menaçantes ajoutent à l'atmosphère cauchemardesque. De plus en plus incrédule, il balbutie, se demandant si cet endroit désolé est vraiment l'école qu'il a connue. La panique du protagoniste s'intensifie lorsqu'une créature monstrueuse grogne de façon menaçante tout près. Sa voix désespérée résonne, implorant qu'on lui demande où se trouve Nika. Soudain, un rugissement puissant déchire l'air, le prenant par surprise et le forçant à se préparer au pire juste avant que la bête ne se jette sur lui. Ses mâchoires massives s'ouvrent en grand, menaçant de l'engloutir. La créature monstrueuse referme ses mâchoires avec un claquement assourdissant, manquant de peu le protagoniste qui se baisse in extremis. Ses yeux écarquillés trahissent le choc et l'urgence du moment tandis que la bête se prépare à une nouvelle attaque. Sa silhouette intimidante se rapproche. Broyant quelque chose avec une force terrifiante sous le regard impuissant du protagoniste, à distance. Secoué mais indemne, le monstre avale sa proie d'une bouchée glaçante. Son ombre projette une présence menaçante sur les lieux. Comprenant que la créature monstrueuse le considère comme son prochain repas, le protagoniste panique et prend ses jambes à son cou. Il aperçoit l'école non loin et se demande si Nika s'y trouve. Le désespoir alimente sa course. La bête terrifiante le poursuit sans relâche, se rapprochant dangereusement. Acculé, le protagoniste aperçoit une falaise devant lui et comprend que sa voie de fuite habituelle est impossible. N'ayant pas d'autre choix, il rassemble son courage et se jette dans le vide, espérant semer la bête implacable. Le protagoniste plane dans les airs, après avoir sauté de la falaise, tandis que le monstre se jette sur lui dans une tentative désespérée de le rattraper. Des rochers et des débris s'abattent autour d'eux, soulignant l'intensité de la poursuite. Le bâtiment de l'école se dresse non loin, une lueur d'espoir lointaine au milieu du chaos. Le protagoniste s'écrase violemment contre la pente rocheuse, glissant avec un grognement de douleur. En contrebas, la créature monstrueuse dégringole à sa suite, incapable de freiner sa chute, haletante. Le héros lutte pour se stabiliser, observant la bête disparaître dans les profondeurs. Épuisé et peinant à reprendre son souffle, le protagoniste se prend la poitrine, sentant son cœur s'emballer tandis qu'il se cramponne à la douleur. Un choc soudain le tire de sa torpeur, ses yeux s'écarquillant d'alarme. Le protagoniste se tient au bord de la falaise fracturée, contemplant avec émerveillement une cité cristalline éblouissante surgissant des ténèbres. La lueur surréaliste et les structures scintillantes laissent présager un nouveau royaume mystérieux au-delà des ruines. Soudain, une formation cristalline radieuse jaillit du sol, scintillante d'une lumière surnaturelle. Attirée par son éclat, une jeune fille s'avance, hypnotisée mais sans peur. Tandis que le protagoniste observe, muet de stupeur, l'énergie mystérieuse pulse, suggérant une force puissante qui s'éveille au sein de ce paysage dévasté. Le protagoniste hurle de désespoir, tendant la main vers la jeune fille tandis que la tension monte entre eux. En contrebas, une silhouette menaçante aux yeux hypnotiques leur adresse un accueil glaçant, annonçant un tournant sombre dans le mystère qui se dévoile. Alors que le monde bascule, deux silhouettes dérivent dans un espace inversé surréaliste, pris entre réalité et souvenir. Le titre, Cristal du souvenir, suggère un voyage à travers des passés oubliés et des réalités mouvantes. C'est ici que l'histoire commence véritablement, là où rien n'est ce qu'il paraît. Un cri soudain déchire le chaos, une jeune fille appelle Nika à l'aide. Son visage est empreint de choc et d'urgence. Nika, quant à lui, est plongé dans la confusion, témoin de l'apparition d'étranges structures cristallines autour de lui. L'espace surréaliste devient de plus en plus instable, le poussant à s'interroger sur la réalité qui se déroule sous ses yeux. Des ruines dévastées en contrebas, un essaim d'abeilles mécaniques s'envole. Leur bourdonnement emplit l'air d'une énergie inquiétante.
Ces étranges créatures robotiques semblent animées d'une vie propre, ajoutant une nouvelle dimension de danger surréaliste au monde fracturé qui entoure Nika. Les abeilles mécaniques se précipitent en avant à une vitesse alarmante, leur bourdonnement s'intensifiant. Soudain, l'une d'elles frappe et le bras du protagoniste commence à se solidifier douloureusement, l'emprisonnant dans une prison de cristal. La panique l'envahit lorsqu'il réalise que Nika a peut-être elle aussi été victime de ces assaillants implacables. Le protagoniste hurle de douleur tandis que son corps se fissure et se durcit en éclats cristallins. La transformation le submerge dans une souffrance atroce, ses bras et ses jambes se fracturent visiblement, se solidifiant en une prison impitoyable. Le désespoir et la peur se lisent sur son visage tandis que la cristallisation impitoyable se propage rapidement. Une silhouette monstrueuse et ténébreuse se profile derrière le protagoniste, l'accusant d'avoir tout oublié, touchant un point sensible. Les yeux du protagoniste s'écarquillent de choc et de confusion. Son esprit s'emballe, comme si les mots transperçaient son âme. Désespérément, il exige de savoir qui est cette présence menaçante. La silhouette sinistre avertit le protagoniste qu'il est au bord de la mort et l'exhorte à se défendre comme auparavant, en sortant son jeu de cartes et en activant son bouclier. Le protagoniste et la jeune fille échangent un regard stupéfait, réalisant l'importance du jeu de cartes et du bouclier dans ce moment critique. La lumière se fait soudain dans l'esprit du protagoniste lorsqu'il relit les paroles de la silhouette menaçante à un objet crucial. Rapidement, une main révèle un jeu de cartes, confirmant la clé de sa défense. Pendant ce temps, des abeilles mécaniques bourdonnent sinistrement à proximité, intensifiant la tension. Rassemblant tout son courage, le protagoniste lève son jeu de cartes, libérant une explosion de lumière éclatante. L'emblème iconique du maître du duel apparaît, signalant l'activation de son bouclier et le début de sa défense. La tension est à son comble alors qu'il se prépare à affronter la menace imminente de front. Le protagoniste est stupéfait par un éclair soudain, esquivant de justesse l'attaque d'abeilles mécaniques. Une voix lui ordonne d'urgence de déployer ses boucliers, mais il est submergé par la confusion et se demande où les placer dans ce chaos. Alors qu'une autre attaque s'abat à proximité, il se démène pour réagir. Pris entre la confusion et l'instinct de se défendre, le protagoniste se retrouve soudain entouré d'une lumière aveuglante. Les attaques fusent de toutes parts et il réalise qu'il est piégé dans une sphère lumineuse, cherchant désespérément à comprendre ce qui se passe. Tandis que le chaos s'intensifie, le protagoniste reste imperturbable à l'intérieur de la barrière lumineuse. Étonné de voir celle-ci stopper miraculeusement toutes les attaques des créatures. Partagé mais déterminé, il commence à comprendre que la véritable force réside dans la coexistence avec ces êtres. Cette prise de conscience marque un tournant dans sa compréhension de ce que signifie être un dualiste. Soudain, une silhouette mystérieuse nommée Krista apparaît. Sa présence, et elle déclare froidement que Nika est indigne de toute relation. Même si les sentiments du protagoniste n'étaient qu'un jeu. Une silhouette radieuse le proclame victorieux, le désignant comme l'unique humain favorisé par le dieu des duels. En contrebas, une femme confiante lui tend la main, le visage empli d'admiration et de respect, reconnaissant sa bénédiction divine et unique. La silhouette radieuse fait signe au protagoniste de la suivre, l'exhortant à retourner dans le monde auquel ils appartiennent véritablement. Malgré cette douce invitation, la détermination du protagoniste se durcit et il exige avec véhémence la libération de Nika, refusant de se taire. La tension monte d'un cran tandis que sa voix déchire l'air d'une détermination inflexible. Dans un rugissement qui fait trembler le sol, le protagoniste lance un ordre puissant, exigeant la libération immédiate de Nika. Sa détermination farouche rayonne tandis qu'il se dresse, résolu, face à l'imposante figure monstrueuse qui se tient devant lui. L'air crépite d'énergie, annonçant l'affrontement des volontés qui est sur le point de se produire. La silhouette monstrueuse dévoile un sourire sinistre, se moquant du protagoniste d'un rire glaçant et d'une remarque ironique sur son expression. La femme, sous le choc et désemparée, se demande sans cesse pourquoi cela se produit. Dans l'ombre, une paire d'yeux écarquillés observe en silence, reconnaissant que la véritable apparence a enfin été révélée. La femme est bouleversée par ces révélations, se demandant pourquoi le maître l'emporte et si Abyss Bell est véritablement l'empereur Jachin, le destructeur de l'ancien monde. Une silhouette sombre révèle à Krista que celui qu'il recherche est sous l'emprise de Jachin et l'exhorte à le libérer immédiatement. Le poids de cette vérité est lourd à porter tandis que la présence monstrueuse plane, menaçante, derrière le protagoniste. La femme, incrédule, réalise que le maître trompeur qui a gagné ne peut être que Jachin, la force obscure qu'il redoutait. Elle déclare solennellement que le jugement sera rendu par le dieu des duels. Car telle est la loi en ce monde. Alors que la tension atteint son paroxysme, le protagoniste s'avance,
acceptant la dure réalité, le maître triomphera. Avec une détermination farouche, il jure de la sauver de l'emprise de l'empereur Jachin. Uni, il invoque le pouvoir du dieu des duels, prêt à défier la force obscure qui la retient prisonnière. Des ombres monstrueuses se profilent derrière eux, accentuant la gravité de leur serment. Notre héros se retrouve pris entre deux fillettes joyeuses, chacune essayant de lui donner une bouchée de son déjeuner. L'instant est léger et empreint d'affection, les deux fillettes rivalisant de sourire pour attirer son attention. Le jeune combattant proclame sa victoire avec une confiance inébranlable. Pendant ce temps, une femme mystérieuse, le visage dans l'ombre, commence à formuler une promesse audacieuse, laissant présager un défi à venir. Elle s'avance, le regard déterminé, et brandit une carte. Sa voix est résolue, elle promet de vous sauver. Le poids de sa promesse est lourd, annonçant un moment crucial. Le duel commence officiellement lorsque les deux combattants prennent position. L'air est lourd de tension. La mystérieuse femme déclare avec audace, « Je charge mon mana » et joue ses cartes avec rapidité, signalant le début d'un combat acharné. L'énergie monte à mesure que la partie s'intensifie, promettant un affrontement de volonté et de puissance. Avec une détermination inébranlable, elle dépense son mana et ordonne à sa carte de répondre à son appel. La tension atteint son paroxysme lorsqu'elle invoque une créature puissante, défiant son adversaire de révéler sa véritable force. L'intensité du combat croît à chaque coup décisif. La mystérieuse femme invoque hardiment Kango, crie son « missionnaire », ordonnant à la créature d'aller au combat. Notre héros observe, stupéfait et incrédule. Réalisant qu'il ne s'agit pas d'un combat ordinaire, il assiste à un véritable duel qui se déroule sous ses yeux. Confus et troublé, notre héros réalise que le deck qu'il a en main n'est pas celui qu'il a apporté. Il ne reconnaît aucune carte. Déterminé à aller de l'avant malgré le mystère, il charge son mana et invoque hardiment Jabuld, le dragon maléfique. Espérant que cette puissante créature renversera le cours du combat. Le combat fait rage. Les yeux de notre héros s'écarquillent de stupeur lorsque Jabuld, le dragon maléfique, se jette soudainement en avant, révélant qu'il s'agit du même dragon qui avait tenté de le dévorer plus tôt. Toujours vivant et plus dangereux que jamais. La tension atteint son comble lorsque la bête squelettique mord férocement, forçant notre héros à se préparer à cette attaque inattendue. Le dragon squelettique se calme soudainement, presque comme s'il obéissait au héros, suscitant l'incrédulité. A-t-il réellement absorbé le mana? La silhouette mystérieuse s'avance, révélant que chaque mouvement, chaque créature invoquée et chaque sort lancé est soumis aux règles inscrites sur les cartes. Elle met la mémoire du héros à l'épreuve, insistant sur le fait que toute chose dans ce monde obéit à ces règles sans exception. Un craquement sec retentit lorsqu'une lance transperce un bouclier, le brisant net. La voix de la silhouette mystérieuse résonne, rappelant au héros que chaque bouclier adverse brisé obéit aux mêmes règles implacables. Les yeux de notre héros s'écarquillent de stupeur. Prenant conscience de toute la gravité de la situation. Suite à une révélation, le héros apprend que ses boucliers ont une fonction vitale. Pour le protéger, chaque adversaire commence avec un nombre défini de boucliers, et seule la destruction de tous ces boucliers permet de remporter la victoire finale. La tension monte lorsqu'il prend conscience de l'enjeu. Détruire tous les boucliers est l'unique moyen de gagner. L'horrible vérité s'impose à lui. Le perdant de ce duel mourra. La prise de conscience de notre héros s'affine. Telle est la nature brutale des duels dans ce monde. La mystérieuse silhouette confirme l'enjeu mortel. Son poing serré symbolise l'issue fatale lorsqu'elle déclare « Maître, gagne ». Le champ de bataille se métamorphose soudain lorsque la mystérieuse silhouette invoque un temple colossal, le temple Tabaraza Shantaram 2D. L'arène du duel s'agrandit, et notre héros est stupéfait, réalisant qu'il se trouve désormais à l'intérieur d'un temple apparu au moment où la carte a été jouée. Et la tension monte d'un cran lorsque la silhouette avertit que tout ce qui lui est cher est en jeu dans ce duel intense. Déterminé malgré la confusion, notre héros invoque hardiment le sort « Miel égale marge ». Le héros reconnaît à nouveau la voix sinistre, réalisant qu'elle provient de la statue derrière la mystérieuse femme. Un dieu nommé Krai Tabula Rasa. Cette divinité sinistre a réclamé son âme, la soumettant à sa volonté. Un avertissement résonne dans le temple. Le héros doit absolument gagner, car la bataille pourrait dégénérer s'il perd sa concentration. Stratégiquement, le héros détruit Onet, déclenchant l'effet de Marinci par l'intermédiaire de son disciple, Canio, et ressuscite Margoni avec un sourire confiant. Il active l'effet de Jabloud, renvoyant 4 cartes de son cimetière dans son deck et renversant le cours du duel. L'adversaire observe avec curiosité le déroulement du jeu. Quelques tours plus tard,
le héros invoque Footrest et Qualtras, augmentant la puissance de ses créatures sur le champ de bataille. D'un coup féroce, il détruit Canio, rendant ses forces encore plus puissantes. Puis il déclenche un changement radical, échangeant des cartes pour accentuer son avantage. L'adversaire surprend le héros en invoquant 2 créatures colossales, chacune d'un coût exorbitant de 10, perturbant le rythme du duel. Le héros fixe intensément, tentant de comprendre ce changement soudain, tandis que son adversaire reste calme et concentré, prêt pour le prochain mouvement. Les yeux du héros s'écarquillent lorsqu'une révélation le frappe. Il a repéré quelque chose de crucial. L'adversaire confirme calmement qu'il s'agit de l'âme de cristal, désignant une zone précise du champ de bataille qui pourrait tout changer. Il révèle que tout le mana chargé face cachée dans le temple se cristallise, octroyant 3 points de mana à chacun. Ce gain de puissance signifie qu'il peut invoquer des créatures 3 fois plus puissantes, rendant sa stratégie 8 fois plus rapide que celle du héros. Son expression confiante montre qu'il est prêt à submerger le champ de bataille grâce à ce nouvel avantage. L'angoisse du héros atteint son paroxysme lorsqu'il prend enfin conscience du mauvais pressentiment qu'il s'efforçait d'ignorer. La présence menaçante l'avertit que si cette dynamique se poursuit, elle lui sera fatale. Malgré la menace imminente, le héros tente de se rassurer, persuadé que tout ira bien. Le regard perçant et déterminé, il pose une carte avec une conviction farouche. Sa voix tranche la tension, déclarant que son adversaire devrait déjà savoir ce qu'il doit faire. Ce geste signale qu'il est prêt à riposter, refusant d'être vaincu. Le héros invoque une créature colossale. Le marteau est l'équivalent de Dama, déchaînant sa présence intimidante sur le champ de bataille. Malgré cette arrivée impressionnante, l'adversaire ricane, raillant la puissance dérisoire de la créature, 2000 points. Imperturbable, le héros se ressaisit, déterminé à prouver la véritable puissance de son invocation. La créature adverse s'abat avec une force dévastatrice, pulvérisant le monstre du héros d'un seul coup. Un frisson parcourt le héros, qui se demande si un effet du cimetière n'a pas amplifié la puissance de l'attaque. Le doute s'installe. Son rival serait-il en train de rattraper son retard? L'adversaire invoque Todora, dont la puissance atteint 1400 grâce à toutes les cartes du cimetière. Renversant la situation avec une stratégie implacable, il ordonne à sa créature de détruire les cris égaux, transformant complètement le duel. L'héroïne, stupéfaite, comprend ce que signifie affronter un être véritablement favorisé par le dieu des duels. L'adversaire triomphe, son aura sombre tourbillonnant tandis qu'il proclame « Karifa gagne ». L'expression de choc de l'héroïne trahit son désespoir grandissant. Peut-elle vraiment être vaincue malgré toute sa puissance? Le cœur lourd, elle lève les yeux, réalisant la douloureuse vérité. Elle ne peut pas gagner. Quels que soient ses efforts, une personne comme elle n'a aucune chance face à Maître Victoire. Tandis que la silhouette ténébreuse s'abat avec une puissance écrasante, le poids de la défaite l'accable. Le cristal du souvenir évoque les souvenirs et les regrets liés à cet instant dévastateur. L'affrontement entre la lumière et les ténèbres semble inévitable, scellant son destin dans ce duel. La silhouette monstrueuse la domine, sa voix résonnant d'une certitude glaçante lorsqu'elle l'appelle par son nom. Elle entend les mots sinistres évoquant une échéance inéluctable. Le poids de la malédiction ou du pouvoir qui lui a été conféré pèse sur elle comme un carcan. Son corps tremble, une faille se forme dans sa résolution tandis que la peur et la réalisation envahissent son regard. Une douleur soudaine et lancinante lui traverse le bras, lui arrachant un cri qui traduit son agonie. Son corps se convulse à mesure que la blessure s'aggrave, brisant les derniers vestiges de sa force. Non loin de là, les yeux du protagoniste s'écarquillent de stupeur. Impuissant face à cette tournure brutale des événements, il se précipite à ses côtés. Alarmé par son effondrement soudain et cherchant désespérément à comprendre ce qui se passe, il peine à reprendre son souffle. Visiblement affaibli et au bord de l'évanouissement, le regard déterminé, il implore qu'on arrête le combat, insistant sur le fait qu'une confrontation aussi brutale est inutile alors que l'un d'eux est voué à mourir. Le protagoniste implore qu'on arrête le combat. Elle implore le retour de Nika et la fin du conflit. Malgré l'écrasante fatalité et le poids insoutenable de la situation, elle refuse de baisser les bras, déterminée à poursuivre le combat. Les mains tremblantes, elle tire une carte, jurant de s'élever des profondeurs du désespoir vers un paradis céleste. Avec une détermination farouche, elle pose sa carte, déclarant le début du duel. La tension monte crescendo tandis que le combat bascule du physique au stratégique. Les deux camps sont prêts à s'affronter dans ce duel crucial. L'air est chargé d'anticipation, annonçant un moment décisif. Dans un cri féroce,
elle pose son A, annonçant son arrivée avec une confiance inébranlable. 7 ans. La confusion et l'alarme s'emparent du héros qui exige de connaître la source du gaz suffocant. La terrifiante silhouette squelettique pousse un rugissement glaçant. Sa présence provoque des ondes de choc dans la pièce. Notre héros, alarmé et désespéré, appelle ses alliés à l'aide, exigeant des explications tandis que le chaos éclate autour d'eux. Pris au dépourvu, le héros esquive de justesse un puissant coup de l'ennemi en armure. Ses yeux s'écarquillent de stupeur. L'attaque soudaine le laisse abasourdi. Il peine à comprendre le danger qui se rapproche à toute vitesse. Le héros grimace de douleur, serrant son bras blessé tandis que du sang s'écoule entre ses doigts. Il chancelle sous le choc, réalisant l'impact dévastateur de l'attaque. Soudain, une silhouette imposante et menaçante se dresse devant lui. Sa silhouette sombre irradie de menace tandis qu'une voix lointaine révèle la sinistre source de ce chaos. Le pouvoir du Seigneur des Enfers est à l'œuvre. Une silhouette féroce lance un sort terrifiant en criant « Contrôle des créatures ». Domination totale. Alors qu'elle prend le contrôle des guerriers monstrueux qui l'entourent, le héros, les yeux écarquillés d'horreur, peine à comprendre son ordre de retourner ces créatures mortelles les unes contre les autres. Le champ de bataille sombre dans le chaos tandis que les bêtes contrôlées se préparent à un affrontement violent. La silhouette sombre frappe avec férocité, brisant les défenses du héros et détruisant toutes ces créatures invoquées, aussi bien dans sa main que sur le champ de bataille. Le protagoniste chancelle sous l'assaut brutal, crachant du sang, sous le choc et l'incrédulité. Son cri désespéré, « C'est impossible », fait écho à son espoir anéanti. La silhouette sinistre nargue le héros, déclarant « À ton tour maintenant ». Alors que la pression monte, notre protagoniste fixe son adversaire avec détermination, serrant une carte et criant « À mon tour ». Ça y est. Son geste soudain prend son adversaire par surprise, la laissant abasourdi. Quoi? Avec une détermination farouche, le héros ordonne « Sors ». Alors qu'il révèle une carte puissante, une figure monstrueuse émerge, riant triomphalement et s'exclamant « Fa ». Alors, le moment est enfin venu pour mon grand début. Dans un rugissement féroce, le héros invoque son arme ultime, le dieu maléfique Jachin Abispel. Sa forme imposante et menaçante surgit derrière lui, prête à renverser le cours de la bataille. L'air crépite d'une puissance brute tandis que la divinité monstrueuse fait son entrée fracassante, annonçant un changement radical dans le combat. La forme colossale du dieu maléfique Jachin Abispel se dresse, sinistre et imposante, dominant tous ceux qui l'entourent tandis que le sol tremble sous sa puissance. L'adversaire ricane. Convaincu que la victoire est déjà acquise, la main et le terrain du héros étant vides, ce dernier, d'un regard d'acier, la défie, laissant entrevoir une détermination insoupçonnée. Il déclare avec assurance que Jachin peut invoquer ses compagnons abyssaux, révélant un pouvoir qui rend toute main de carte superflue grâce à l'appel depuis le cimetière. Stupéfaite, l'adversaire proteste, lui faisant remarquer la main détruite du héros. Mais cette déclaration audacieuse la laisse sans voix. D'un cri impérieux, le héros invoque Ferney, le cheval maléfique, faisant surgir sa fidèle monture des profondeurs du cimetière. Le monstrueux destrier se cabre, sa silhouette étrange aux multiples yeux rayonnant de puissance et de loyauté. Cet allié inattendu charge, prêt à renverser le cours de la bataille une fois de plus. Le héros fusionne Abispel et Deathbell, se transformant en l'imposant empereur Jachin, une figure colossale à la puissance immense. Dans un cri féroce, il lève la lame qui annihile la vie et le destin, prêt à déchaîner sa fureur. Déchaînant la destruction sur ses ennemis, la monture monstrueuse se rue en avant, incarnant la force irrésistible de sa puissance nouvellement acquise. L'empereur Jachin frappe férocement de sa lame anéantissante, foudroyant de plein fouet son adversaire massif et grotesque. L'impact propage des ondes de choc à travers le champ de bataille. La force du coup résonne comme le tonnerre. L'ennemi monstrueux recule, pris au dépourvu par la puissance écrasante de l'assaut du héros. Il se moque de la force du héros, la jugeant insignifiante comparée à celle d'Hadès. Imperturbable, le héros le fixe d'un regard féroce, refusant de céder malgré les railleries. La confiance de l'ennemi est palpable, mais le combat est loin d'être terminé. Dans un cri féroce, l'empereur Jachin déchaîne une attaque dévastatrice. Souffle. Vent des enfers. L'ennemi monstrueux chancelle sous le choc de la puissante frappe. Non loin de là, un allié observe la scène, partagé entre admiration et espoir. L'ennemi est stupéfait de voir l'empereur Jachin indemne, se demandant comment il peut être aussi net.
Le protagoniste rappelle avec assurance qu'aucune créature d'un coup de 10 ou plus ne peut vaincre Jachin. Impressionné mais déterminé, l'allié jure de briser tous les boucliers de l'ennemi, se préparant pour la prochaine action. Poussant un cri de guerre féroce, le héros déchaîne les vents des enfers, projetant une puissante rafale sur le monstrueux ennemi. La force du souffle fait trembler le sol et des débris volent en éclats, l'ennemi étant pris au dépourvu par l'assaut soudain. Non loin de là, l'allié observe attentivement, prêt à intervenir. Il serre les dents, surmontant la douleur à Dieu poignant. Au milieu de ce paysage dévasté, une voix rassure le protagoniste, l'espoir subsiste et son pouvoir demeure intact. Avec une confiance inébranlable, la figure affirme qu'il peut reconquérir le monde, plaçant la foi en lui comme la clé de la victoire. Le protagoniste, tiraillé entre doute et détermination, commence à croire en la promesse d'un nouveau départ. Alors que le corps fragile de Christa se brise, elle lui confesse son amour une dernière fois, d'une voix empreinte d'une sincérité bouleversante. Soudain, les yeux du protagoniste s'écarquillent de surprise lorsqu'une carte de cristal apparaît devant lui, promettant de le guider vers cette région mystérieuse. Tandis qu'il appelle Christa désespérée, ses yeux s'écarquillent de stupeur, puis un léger mouvement apparaît. Une paupière qui cligne fait naître un espoir fragile au milieu du désespoir. La jeune fille se tient debout, l'air confiant, désorienté, se demandant si elle est bien à l'école. Pendant ce temps, le garçon, soulagé de voir Nika réveillée, lui demande avec anxiété si elle est blessée. Sa gratitude est palpable malgré ses larmes. Soudain, un cri strident retentit, exigeant de savoir où l'on croit toucher. Encore un peu étourdie, elle demande innocemment ce qu'il veut dire, visiblement inconsciente de la tension palpable. Le garçon cligne des yeux, surpris, essayant de comprendre sa confusion. Puis, avec une énergie renouvelée, elle insiste joyeusement pour qu'il lui apprenne à se battre en duel, lui rappelant sa promesse tout en s'étirant et en mentionnant sa fin. À cet instant, un craquement soudain et distinct déchire l'air. Les yeux du garçon s'écarquillent d'alarme en entendant ce son sinistre résonner à travers la ville, signe que quelque chose de terrible se trame. Tandis que le craquement lugubre résonne dans la ville, le monde autour de lui commence à s'effondrer et à disparaître, laissant derrière lui un silence inquiétant. La gravité de la situation s'impose à lui alors que le protagoniste contemple l'horizon qui s'écroule. Réalisant que tout se déroule sous ses yeux, il apparaît dans l'obscurité de la nuit, une silhouette saisissante aux cheveux d'un noir de jet flottant derrière lui. Sa peau est aussi pâle que le clair de lune, et ses yeux brûlent du rouge éclatant du sang fraîchement versé. Si jamais vous le croisez, ne croisez surtout pas son regard. Car quiconque ose le faire, son âme est vouée à disparaître. L'ombre menaçante de sa faux se profile. Il l'appelle sous le regard vigilant de la pleine lune. Le quartier général bourdonne d'urgence. L'appel arrive. Les agents numéro 1 et numéro 2 doivent se présenter immédiatement et se diriger vers le bâtiment du gouvernement métropolitain de Tokyo à Shinjuku. La nuit est chargée de tension tandis que la poursuite commence. La police se précipite dans les rues de la ville, intervenant sur un nouveau meurtre. La confusion et l'urgence s'emparent des officiers lorsqu'ils réalisent que des corps apparaissent un peu partout. Sans raison apparente derrière ces meurtres, la situation sombre dans le chaos, laissant chacun se demander ce qui se passe réellement. Une silhouette massive et menaçante, dotée d'ailes, traverse la ville, projetant des débris et une voiture dans les airs. La panique s'empare de la ville tandis que des appels urgents réclament un rapport immédiat aux agents. Le chaos s'intensifie et la destruction se propage de manière incontrôlable. Notre héros, visiblement mal à l'aise dans un lieu aussi encombré, peine à se frayer un chemin à travers la foule dense. Alors qu'il attend anxieusement, un reportage annonce une macabre découverte. Un corps non identifié a été retrouvé ce matin dans un parc public, portant des blessures atroces. La tension monte à mesure que le mystère s'épaissit. Le reportage révèle que la victime a été découverte au parc de Shinjuku, un lieu que notre héros et ses amis fréquentent souvent le soir. Prenant conscience de la gravité de la situation, une amie l'appelle d'urgence, l'avertissant que c'est sérieux. Son choc est encore plus grand lorsqu'elle le supplie désespérément d'aller voir. Soudain, l'atmosphère change radicalement, une jeune fille joyeuse fait irruption, brandissant fièrement une barbe à papa géante en forme d'ours, aux couleurs de l'arc-en-ciel. Son enthousiasme est communicatif et elle déclare que cette friandise est pour elle, prenant le protagoniste au dépourvu. La jeune fille, tout sourire, exhibe fièrement sa rare barbe à papa géante aux couleurs de l'arc-en-ciel. Visiblement ravi de sa trouvaille, le garçon l'accuse en plaisantant d'être en retard parce qu'elle était sortie l'acheter, ce qui la pousse à le traiter d'idiot sur la défensive. Leurs échanges badins détendent l'atmosphère, contrastant avec la tension précédente.
Déterminée à rendre célèbre son adorable ourson en barbe à papa, elle prend des photos et déclare avec assurance son objectif de les rendre virales. Tandis qu'elle publie son selfie mignon en ligne, le garçon la regarde, surpris, s'interrogeant sur l'idée de devenir virale. La jeune fille révèle nonchalamment qu'elle a déjà publié la photo, surprenant le garçon par la rapidité avec laquelle elle récolte des « j'aime ». Soudain, un groupe de personnes à proximité la reconnaît grâce à l'application, suscitant des murmures de familiarité. Brandissant son téléphone, il confirme l'avoir déjà vu. Impressionnée par sa soudaine présence en ligne, la jeune fille exhibe fièrement son ourson en barbe à papa, affirmant avec enthousiasme qu'il s'agit du véritable Nika. Non loin de là, les gens reconnaissent la friandise et expriment avec empressement leur désir d'y goûter, en indiquant le magasin où elle est vendue. La foule grandissante autour du camion de barbe à papa bruise d'excitation, attirant encore plus l'attention. Réalisant que son influence peut instantanément booster la popularité de n'importe quel magasin, elle s'élance avec enthousiasme. Déterminée à trouver un autre endroit à promouvoir, le garçon tente de la suivre. Intriguée par son empressement soudain, elle prend les devants avec assurance, suivant son intuition concernant un magasin réputé mais discret à proximité, impatiente d'en découvrir le potentiel. La jeune fille monte avec enthousiasme un escalier étroit. Son excitation est palpable lorsqu'elle annonce leur arrivée. Le garçon la suit avec hésitation, essayant toujours de la rattraper et de comprendre où ils vont. Son expression perplexe montre qu'il est incertain mais prêt à lui faire confiance. La jeune fille révèle avec enthousiasme qu'ils sont arrivés dans une boutique de cartes. Son enthousiasme rayonne lorsqu'elle la désigne du doigt. Cependant, le garçon tente nerveusement d'intervenir, mais l'atmosphère se charge de suspicion. Tous les regards se tournent vers la jeune fille dont l'expression surprise trahit sa reconnaissance. La reconnaissance se propage instantanément, il s'agit de Lady Nika, une influenceuse très populaire. L'ambiance change radicalement, l'excitation et l'admiration remplaçant la suspicion. Reconnaissant de sa notoriété, le garçon exulte, heureux qu'il soit sauvé grâce à sa popularité, tandis que Nika se prépare avec assurance à user de son charme. L'atmosphère bascule brusquement lorsque May s'emporte, avertissant le garçon de ne pas se mêler de sa vie privée, le laissant décontenancé et en sueur. Pendant ce temps, la jeune fille m'interpelle joyeusement, brisant la tension d'un sourire éclatant. Le gérant finit par apparaître, intrigué par le tumulte et demandant s'il y a des nouveaux clients. Alors que le garçon l'appelle avec insistance, le gérant, Ayama Megaru, accueille chaleureusement les nouveaux venus dans la boutique de cartes de l'Avion Rouge avec un sourire engageant. Le garçon et la jeune fille le reconnaissent comme un duelliste redoutable. Bien que la jeune fille ne puisse s'empêcher d'admirer son charme, même s'il n'est pas vraiment son genre, l'atmosphère se détend lorsqu'ils entrent dans la boutique sous son accueil amical. Le gérant admet nonchalamment avoir beaucoup entendu parler du protagoniste par Maillet et être curieux de savoir qui a réussi à le vaincre, reconnaissant ainsi les talents de duelliste exceptionnels du protagoniste. Pendant ce temps, la jeune fille est choquée et se sent ignorée, se demandant même s'il sait qui elle est. La foule alentour murmure d'intérêt, intriguée par la réputation du nouveau venu et le défi qu'il représente pour le meilleur duelliste de la boutique. Le gérant explique avec enthousiasme que s'entraîner quotidiennement à la boutique permet à chacun de perfectionner son talent et de viser le titre de meilleur duelliste du Japon. Le garçon est surpris de recevoir une telle invitation. Tandis que le gérant l'encourage à persévérer, le protagoniste apprend de Mai que le duelliste le plus fort est Msukamoya. Un adversaire que même Ni n'a pas réussi à vaincre et que Mai lui-même a considérablement progressé depuis qu'il fréquente régulièrement la boutique. La jeune fille assise à la table s'ennuie visiblement et presse Win de partir. Soudain, une femme assurée entre, s'excusant de son retard et captivant l'attention de la jeune fille. Mademoiselle Sukamoya fait une entrée remarquée, saluant tout le monde d'un simple « salut ». Son bras est en écharpe, ce qui suscite immédiatement des questions inquiètes dans la foule, malgré les spéculations quant à une possible défaite. Une voix joyeuse la défend, insistant sur le fait qu'elle ne se battrait jamais et que, même si c'était le cas, elle ne perdrait pas. La jeune fille à la table grommelle à propos du couple d'amoureux à proximité, visiblement agacée par leur démonstration d'affection. Pendant ce temps, la nouvelle venue est accueillie chaleureusement, et on lui fait remarquer combien il est rare de voir une fille ici. Lorsqu'on lui demande si elle est en couple, la protagoniste confirme joyeusement qu'elle est nouvelle, ce qui pique la curiosité du groupe. La nouvelle venue est présentée comme Win, la dernière recrue de l'équipe du magasin, et on dit qu'elle est encore plus forte que Mai, qui a terminé deuxième à Kanto. Malgré les protestations de Win, la jeune femme, sûre d'elle, reconnaît sa réputation avec un sourire entendu. Impressionnée par ce qu'elle a entendu,
elle défie Win avec assurance, impatiente d'affronter celle qui a vaincu son œil. La foule exulte, la félicitant comme la redoutable Sukamoya, connue pour tout réduire en cendres sur son passage. Win accepte le défi avec un sourire calme, tout en les avertissant avec humour de bien regarder, convaincue de sa victoire. La fougueuse challenger ne perd pas une seconde et déclare avec audace son intention de réduire son adversaire en cendres. Alors que le duel commence, elle invoque deux puissantes créatures, Griffe de Flamme et Kokuno, déchaînant un deck feu agressif. L'héroïne comprend rapidement sa stratégie et se prépare à l'intense bataille qui l'attend. Sukamoya lance un assaut implacable, brisant les boucliers de vent grâce à ses créatures de feu. La foule rugit lorsqu'elle annonce que son attaque éclair en 3 tours est lancée. Malgré sa confiance, un sourire narquois laisse entendre qu'elle pourrait sous-estimer son adversaire. Sukamoya prévient que coincer le roi des ténèbres pourrait lui coûter la vie, faisant allusion à une contre-attaque dangereuse. Saisissant l'opportunité, l'héroïne active avec assurance la carte « Juste en toi ». Ressuscitant Sang de Jabira du cimetière et prenant tout le monde par surprise, le choc, le désespoir l'envahit tandis qu'il implore silencieusement des réponses. Dans l'obscurité, un vague souvenir, un nom, refait surface. Krista, suggérant un lien à portée de main. Une mystérieuse silhouette éthérée nommée Krista apparaît, assurant doucement le protagoniste que tout ira bien. Elle lui promet que le moment où il découvrira la vérité approche. Elle l'invite à se rendre dans un lieu appelé la région. L'espoir vacillant, il tend la main, attiré par ses paroles et la promesse de réponses imminentes. Cherchant désespérément des réponses, le protagoniste se tourne vers Krista, la suppliant de lui révéler la vérité sur la région et la mystérieuse carte. Alors que l'espoir semble à portée de main, son téléphone est soudainement saturé de notifications urgentes, le ramenant brutalement à la réalité. Tandis qu'il tente de se concentrer, un message apparaît sur son écran, accompagné d'un lien mystérieux. Piqué par la curiosité, il clique dessus et découvre un titre glaçant, Seigneur démon. Perplexe et troublé, il se demande à voix haute ce que cela peut bien être. L'écran affiche une image terrifiante, un crâne, accompagné de l'inscription « Seigneur démon », fixe son téléphone. Les yeux du protagoniste s'écarquillent de stupeur et de confusion tandis qu'il murmure « Qu'est-ce que c'est ?» Son téléphone révèle un site d'enchères sinistre proposant des choses inimaginables, faux passeports, disparitions forcées, et même un gorille pour 200 millions de yens. Abasourdi, il réalise avec effroi qu'il a mis le pied sur le dark web. Soudain, une présence glaçante nommée Jachin l'interpelle, semant la terreur dans la pièce. Le téléphone du protagoniste révèle un marché terrifiant où tout s'achète, du trafic d'organes à la fabrication de bombes. Un véritable repère des ténèbres. Une voix sinistre explique que ce site propose des objets introuvables dans le monde réel, le laissant sous le choc et se demandant pourquoi un lien aussi inquiétant lui a été envoyé. Il ouvre brusquement les yeux, abasourdi, en le découvrant. Sa précieuse carte de cristal, l'objet de grande valeur qu'il recherche désespérément, est désormais mise en vente sur ce site d'enchères du dark web. Son cœur s'emballe à la vue du prix exorbitant, 15 milliards de yens pour la carte de cristal. L'expression « objet de grande valeur » prend soudain une dimension terrifiante et irrationnelle, le laissant sans voix. Comment un objet aussi précieux peut-il être mis en vente, perdu dans un vide d'incertitude, le protagoniste se débat avec le poids de son passé inconnu et le mystérieux secret de la carte. Le désespoir le gagne tandis qu'il implore silencieusement des réponses. Dans l'obscurité, un vague souvenir, un nom, refait surface. Krista, suggérant une connexion à portée de main. Une mystérieuse silhouette éthérée nommée Krista apparaît, assurant doucement le protagoniste que tout ira bien. Elle lui promet que le moment où il découvrira la vérité approche. L'incitant à se rendre dans un lieu appelé la région. L'espoir vacillant, il tend la main. Attiré par ses paroles et la promesse de réponses imminentes. Cherchant désespérément des réponses, le protagoniste contacte Krista, la suppliant de lui révéler la vérité sur la région et la mystérieuse carte. Alors que l'espoir semble à portée de main, son téléphone est soudainement saturé de notifications urgentes, le ramenant brutalement à la réalité. Au moment où il tente de se concentrer, un message apparaît sur son téléphone avec un lien mystérieux. Piqué par la curiosité, il clique dessus et découvre un titre glaçant, Seigneur démon. Perplexe et troublé, il se demande à voix haute ce que peut bien être ce spectacle. L'écran affiche une image glaçante, un crâne, accompagné des mots « Seigneur démon » gravés en lettres incandescentes, fixe son téléphone. Les yeux du protagoniste s'écarquillent de stupeur et de confusion tandis qu'il murmure « Qu'est-ce que c'est ?»
Son téléphone révèle un site d'enchères sinistre proposant des choses inimaginables, faux passeports, disparitions forcées, et même un gorille pour 200 millions de yens. Abasourdi, il réalise avec effroi qu'il a mis le pied sur le dark web. Soudain, une présence glaçante nommée Jachin l'interpelle, semant la terreur dans la pièce. Son téléphone révèle un marché terrifiant où tout s'achète, du trafic d'organes à la fabrication de bombes. Les recoins les plus sombres de la société. Une voix sinistre explique que ce site vend des choses introuvables dans le monde réel, le laissant bouleversé et se demandant pourquoi son œil lui aurait envoyé un lien aussi inquiétant. Ses yeux s'ouvrent brusquement, sous le choc, lorsqu'il le découvre. Sa précieuse carte de cristal, l'objet de grande valeur qu'il recherchait désespérément, est désormais mise en vente sur cette terrifiante plateforme du dark web. Son cœur s'emballe à la vue du prix exorbitant, 15 milliards de yens pour la carte de cristal. L'expression « objet de grande valeur » lui paraît soudain terriblement menaçante, le laissant sans voix et se demandant comment un objet aussi précieux peut être mis en vente. Perdu dans un vide d'incertitude, le protagoniste se débat avec le poids de son passé inconnu et le mystérieux secret de la carte. Le désespoir le gagne tandis qu'il implore silencieusement des réponses. Dans l'obscurité, est désormais mise en vente sur cette terrifiante plateforme du dark web. Son cœur s'emballe à la vue du prix exorbitant, 15 milliards de yens pour la carte de cristal. L'expression « objet de grande valeur » lui paraît soudain terriblement menaçante, le laissant sans voix et se demandant comment un objet aussi précieux peut être mis en vente. Elle l'incite à se diriger vers un lieu appelé la région. Un espoir vacillant renaît lorsqu'il tend la main. Attiré par ces paroles et la promesse de réponse imminente, le protagoniste, cherchant désespérément des réponses, contacte Krista, la suppliant de lui révéler la vérité sur la région et la mystérieuse carte. Alors que l'espoir semble à portée de main, son téléphone est soudainement saturé de notifications urgentes, le ramenant brutalement à la réalité. Tandis qu'il tente de se concentrer, un message apparaît sur son téléphone, accompagné d'un lien mystérieux. Piqué par la curiosité, il clique dessus et découvre un titre glaçant, « Seigneur démon ». Perplexe et troublé, il se demande à voix haute ce que cela peut bien être. L'écran affiche une image terrifiante, un crâne, accompagné des mots « Seigneur démon », incandescent, fixant son téléphone. Les yeux du protagoniste s'écarquillent de choc et de confusion tandis qu'il murmure « Qu'est-ce que c'est ?» Son téléphone révèle alors un site d'enchères sinistre proposant des choses inimaginables. Des faux passeports à la disparition de personnes, même un gorille pour 200 millions de yens. Sous le choc, il réalise avec effroi qu'il a mis le pied sur le dark web. Soudain, une présence glaçante nommée Jachin l'interpelle, semant la terreur dans la pièce. Le téléphone du protagoniste révèle un marché terrifiant où tout s'achète, du trafic d'organes à la fabrication de bombes. Les recoins les plus sombres de la société. Une voix sinistre explique que ce site vend des choses introuvables dans le monde réel, le laissant bouleversé et se demandant pourquoi son œil lui a envoyé un lien aussi inquiétant. Ses yeux s'ouvrent brusquement, stupéfaits, lorsqu'il le découvre. Sa précieuse carte cristal, l'objet de grande valeur qu'il recherche désespérément, est maintenant mise en vente sur cette terrifiante plateforme du dark web. Son cœur s'emballe tandis qu'il fixe le prix exorbitant, 15 milliards de yens pour la carte cristal. L'expression « objet de grande valeur » prend soudain une dimension terrifiante et irrationnelle, le laissant sans voix et se demandant comment un objet aussi précieux peut être mis en vente. Elle l'incite à se diriger vers un lieu appelé la région. Un espoir vacillant renaît lorsqu'il tend la main. Attiré par ces paroles et la promesse de réponse imminente, le protagoniste, cherchant désespérément des réponses, contacte Krista, la suppliant de lui révéler la vérité sur la région et la mystérieuse carte. Alors que l'espoir semble à portée de main, son téléphone est soudainement saturé de notifications urgentes, le ramenant brutalement à la réalité. Tandis qu'il tente de se concentrer, un message apparaît sur son téléphone, accompagné d'un lien mystérieux. Piqué par la curiosité, il clique dessus et découvre un titre glaçant, « Seigneur démon ». Perplexe et troublé, il se demande à voix haute ce que cela peut bien être. L'écran affiche une image terrifiante, un crâne, accompagné des mots « Seigneur démon », incandescent, fixant son téléphone. Les yeux du protagoniste s'écarquillent de choc et de confusion tandis qu'il murmure « Qu'est-ce que c'est ?» Son téléphone révèle alors un site d'enchères sinistre proposant des choses inimaginables. Des faux passeports à la disparition de personnes, même un gorille pour 200 millions de yens. Sous le choc, il réalise avec effroi qu'il a mis le pied sur le dark web. Soudain, une présence glaçante nommée Jachin l'interpelle, semant la terreur dans la pièce. Le téléphone du protagoniste révèle un marché terrifiant où tout s'achète,
du trafic d'organes à la fabrication de bombes. Les recoins les plus sombres de la société. Une voix sinistre explique que ce site vend des choses introuvables dans le monde réel, le laissant bouleversé et se demandant pourquoi son œil lui a envoyé un lien aussi inquiétant. Ses yeux s'ouvrent brusquement, stupéfaits, lorsqu'il le découvre. Sa précieuse carte cristal, l'objet de grande valeur qu'il recherche désespérément, est maintenant mise en vente sur cette terrifiante plateforme du dark web. Son cœur s'emballe tandis qu'il fixe le prix exorbitant, 15 milliards de yens pour la carte cristal. L'expression « objet de grande valeur » prend soudain une dimension terrifiante et irrationnelle, le laissant sans voix et se demandant comment un objet aussi précieux peut être mis en vente. Des faux passeports à la disparition de personnes, même un gorille pour 200 millions de yens. Sous le choc, il réalise avec effroi qu'il a mis le pied sur le dark web. Soudain, une présence glaçante nommée Jachin l'interpelle, semant la terreur dans la pièce. Le téléphone du protagoniste révèle un marché terrifiant où tout s'achète, du trafic d'organes à la fabrication de bombes. Les recoins les plus sombres de la société. Une voix sinistre explique que ce site vend des choses introuvables dans le monde réel, le laissant bouleversé et se demandant pourquoi son œil lui a envoyé un lien aussi inquiétant. Ses yeux s'ouvrent brusquement, stupéfaits, lorsqu'il le découvre. Sa précieuse carte cristal, l'objet de grande valeur qu'il recherche désespérément, est maintenant mise en vente sur cette terrifiante plateforme du dark web. Son cœur s'emballe tandis qu'il fixe le prix exorbitant, 15 milliards de yens pour la carte cristal. L'expression « objet de grande valeur » prend soudain une dimension terrifiante et irrationnelle, le laissant sans voix et se demandant comment un objet aussi précieux peut être mis en vente. Des faux passeports à la disparition de personnes, même un gorille pour 200 millions de yens. Sous le choc, il réalise avec effroi qu'il a mis le pied sur le dark web. Soudain, une présence glaçante nommée Jachin l'interpelle, semant la terreur dans la pièce. Le téléphone du protagoniste révèle un marché terrifiant où tout s'achète, du trafic d'organes à la fabrication de bombes. Les recoins les plus sombres de la société. Une voix sinistre explique que ce site vend des choses introuvables dans le monde réel, le laissant bouleversé et se demandant pourquoi son œil lui a envoyé un lien aussi inquiétant. Ses yeux s'ouvrent brusquement, stupéfaits, lorsqu'il le découvre. Sa précieuse carte cristal, l'objet de grande valeur qu'il recherche désespérément, est maintenant mise en vente sur cette terrifiante plateforme du dark web. Son cœur s'emballe tandis qu'il fixe le prix exorbitant, 15 milliards de yens pour la carte cristal. L'expression « objet de grande valeur » prend soudain une dimension terrifiante et irrationnelle, le laissant sans voix et se demandant comment un objet aussi précieux peut être mis en vente.